Bonjour, on va te faire une vidéo un peu hommage à mon épouse, Michel. Où je raconte un petit peu notre histoire, en fin de compte. C'est un peu l'histoire de l'Omikeji. Michel et moi, on s'est connus par l'intermédiaire d'un organisme associatif qui avait pour but d'essayer d'implanter à Montréal une plateforme qui s'appelait le Centre de paix de Montréal. Et donc, Michel était une actrice importante de ce projet que j'ai rencontré vers la fin de ce projet, mais auquel j'ai participé en partie. C'est comme ça qu'on a pu se rencontrer et vérifier effectivement qu'on avait des accroches spirituelles, et plus que ça, mais ça, le temps nous le montrera. Voilà. À cette époque-là, comment je peux dire ça, c'est pas dans un projet de se mettre ensemble, pas vraiment, non. Moi je crois que j'étais en séparation, volontaire, situation pas facile, mon esprit était ailleurs, c'est évident. Et puis est arrivé les confinements, moi j'en ai vécu deux. Le premier en Guadeloupe, donc arrivé en France, de la France, j'ai été hébergé. Attends, que je me retrouve là. Non, ouais, c'est ça, j'ai été hébergé chez des amis en Corrèze, le temps de me mettre en place pour pouvoir tenter l'aventure d'aller en Guadeloupe, même sans argent, sans moyens, et verrai bien ce qui se passe sur place. J'ai souvent tendance à me mettre dans des situations comme ça, moi ça me permet de dévoiler. Bref, me la partie en Guadeloupe, les situations fait qu'il y a le Covid, et je me retrouve en fin de compte un peu de force, comment je dirais, comment on dit, caserné, hein, chez mon oncle, le frère Benjamin de mon père, que je ne connaissais pas, mais dont j'avais entendu parler son nom, et dont j'étais venu quelque part un peu dans l'espoir de rencontrer un peu les membres de ma famille, voilà. Et puis en fin de compte, ça a été pour moi une période très 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 éprouvante. Bon, il y avait la Covid, le confinement. Comme je dis, ça m'a permis, à l'époque peut-être, de voir la Guadeloupe comme jamais Guadeloupéen ne l'avait vue. C'est-à-dire des plages d'une beauté incroyable avec personne dedans, personne dans l'eau. Comme si que une sorte de virginité naturelle, pas un avion qui vole, pas un bateau, un truc assez incroyable de ce côté-là. Wow, tout s'était arrêté, quoi. Dans une petite île comme la Guadeloupe, imagine bien que dès que ça s'arrête, tout de suite, le bruit, les voitures s'arrêtent, tout de suite on entend l'île différemment, quoi. Mais la contrepartie de tout ça, c'est qu'il y a eu une panique terrible chez les vieux. Mon oncle faisant partie de ces hommes-là, il avait, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il avait 84 ans, solide comme un roc, mec bien costaud, qui faisait son jardin 4 à 5 heures par jour, tous les jours, depuis qu'il s'occupe de son jardin, quoi. Il y avait bien longtemps. Et cet homme-là venait de perdre son épouse 2 ans avant, donc ma tante, et avec qui il a vécu pendant 65 ans, je crois, ou 66 ans, et ils étaient connus 10 ans avant. Enfin, un truc de... Il a toujours vécu avec cette personne. Rien d'autre dans son horizon. Et une femme guadeloupéenne, hein, ce sont des mamas, des vrais. Hein. C'est un peu les femmes guadeloupéennes de ce que j'en ai vu. Hein. Sont souvent les femmes qui organisent la vie de la famille. C'est vraiment les matrones. Et hélas, il y en a beaucoup qui sont abandonnées. Pas toutes, hein, heureusement. Hein, mais... Enfin bref. Mon oncle ayant perdu son épouse, paniqué à fond dans le sens que regardait la télévision en permanence. On était en train de lui expliquer avec gros plans sur quelqu'un en train de mourir dans un lit, que tous, enfin des trucs d'hallucinants. Et même arrivé que dans sa tête, ouais, l'étranger qui vient de Paris, moi, qui n'est pas de Paris du tout d'ailleurs,
aurait pu poser un problème de santé. Enfin, c'était un truc malsain pourri, quoi. Après, il m'a raconté des tas de bêtises. C'était un homme qui était méchant. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et je crois que c'est après la fin de ma vie, je me suis retrouvé à vivre obligatoirement pendant 2 mois avec quelqu'un qui voulait pas de moi chez lui et qui avait à chaque fois qu'il avait l'occasion de pouvoir être méchant, il le faisait. Voilà. Pas compliqué. On imagine un peu. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que normalement, à l'époque du confinement, on avait le droit de sortir 1 heure par jour. Encore, il fallait remplir un papier. J'ai sous-signé, moi, aller là, pour le temps là. Hallucinant. Bref, moi je partais le matin très tôt. Je descendais de la montagne, puisqu'il habitait en haut de la montagne, et j'adorais ça. Après, au début, j'en ai chié le premier mois. Hein. Descendre à pied, aller jusqu'au bord de la mer. Et j'allais. C'était un endroit quand même, une période extraordinaire pour moi, parce que dans cette solitude matinale, je suis quelqu'un du matin, je descendais mon gros cul, à l'époque je faisais du poids quand je suis arrivé à la Guadeloupe. Au bout d'un mois, ça avait bien changé. En me retenant, je suis même la seule fois que je suis tombé, c'est en descendant d'ailleurs. Et puis en écoutant un peu, en sentant les odeurs, ouais, les fleurs, et tous mes sens qui étaient en alerte. J'adorais ces moments-là. Et descendais jusqu'en bas de la montagne, il y a un endroit où il y a une petite rivière qui s'appelle Grand-Anse. Une petite rivière hein, qui fait bien quand même peut-être une 50aine de mètres de large. À l'estuaire, mais une vraie rivière. Hein. De toute façon, la Guadeloupe, c'est étonnant, il y a de l'eau chez personne, mais c'est un pays où il n'y a jamais eu l'endroit où il pleut le plus en France. France, tout compris, hein, avec 11 mètres d'eau par an. Et pourtant, les Guadeloupéens ont plein de problèmes avec l'eau. Le robinet, les coupures d'eau en permanence, on imagine un peu le truc. Bref. J'arrive là-bas, dans cette rivière Grand-Anse, parce qu'à l'avantage, elle est juste, elle se jette dans la mer. Donc tu te baignes dans l'eau salée et tu vas te rincer dans la rivière. Et ce que j'apprends très vite, c'est que les enfants, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, tous ceux qui habitaient dans le coin venaient ici, dont mon père. Et là, tout d'un coup, cette petite rivière, qu'au début j'ai découvert tout seul, hein, et très vite, j'ai vu mon oncle un jour y venir, hein, et il m'a vu, hein, il a fait celui-là qui m'avait pas vu. Il est venu, il s'est baigné, et puis il est reparti en voiture là-haut. Hein. J'avais compris à ce moment-là que il voulait vraiment pas de moi du tout, j'ai bien compris. Donc j'étais en train de réfléchir dans ma tête comment, période, on n'avait pas le droit de bouger, c'était compliqué. Donc j'étais en train de réfléchir pour aller essayer de camper dans un vieux stade tout pourri, là, où j'avais tendance à passer quasiment mes journées, puisque l'autre était insupportable là-haut. Hein, ou alors j'allais avec mon cousin l'aider à nettoyer un grand terrain, et ça je l'ai fait pas tout de suite, mais le 2e mois quand j'avais retrouvé une bonne condition physique. Ça m'a bien plu parce que j'ai rencontré 2 beaux Guadeloupéens. Un qui s'appelait comment, Aaron, et l'autre avait un nom aussi mystique, je ne sais plus. Un type incroyable. Ça aurait pu être mon copain si j'avais été élevé en Guadeloupe, mais bon, t'es un peu plus jeune que moi quand même. Bref, tant et si bien que je me suis retrouvé dans un état d'esprit sur les chemins de mon père. C'est la première fois que je venais en Guadeloupe. Hein. Donc, partager. En fin de compte, la situation elle m'a été énormément favorable pour comprendre quelque chose. Je vais m'expliquer. Donc, du fait que j'étais à pied, hein, ni plus ni moins, personne ne m'aidait à ce niveau-là. Puis j'en avais pas besoin. J'adorais marcher. De toute façon, j'avais passé 1 mois et demi avant sur Pointe-à-Pitre. J'en ai fait des kilomètres par jour. Et donc, le fait de marcher, le fait de descendre cette montagne, et puis les premiers jours de la remontée, en plus, je suis arrivé, je fumais. Hein. Au bout d'1 mois, j'ai arrêté de fumer. Hein. Une côte qui me prenait à la fin une demi-heure, là, je mettais 3 heures. Avec c'est des pentes. Alors, ce qui était marrant, c'est quand tu regardes les vieilles, les mamies, là, quand elles sortent de leur maison puis qu'elles montent, la façon dont les gens montent, là, ici, ils montent comme ça, de gauche à droite. Et ils déportent leur poids un peu vers l'avant, donc ils ne progressent pas beaucoup en hauteur, mais ils portent moins à chaque fois, tu vois. Et cette façon de faire, typique un peu des gens de la montagne chez les anciens. Et moi, je suis quelqu'un qui marche comme sur du plat.
Et quand je suis en montagne, ce que je fais, c'est juste je réduis la longueur de mes pas. C'est-à-dire sur du plat, je vais allonger mes pas. Et puis dès que je suis sur de la montagne, je ne cherche pas à perdre mon rythme, mais je réduis mon pas. Mais je garde mon rythme. Un peu comme en vélo, passer des brayères, embrayer. Et au début, cette façon de marcher, j'étais à moitié asphyxié, c'est évident. J'aurais pu choisir un peu comme eux. Et quand je faisais ces essais au départ, les images ont commencé à venir à moi. J'étais sur des chemins où il n'y a personne. Les gens sont enfermés dans les maisons, beaucoup de maisons sont vides. Il y a des chiens errants, dont un qui m'avait pris pour son maître. Un beau labrador chocolat, c'est super, mais évidemment, on n'a pas pu l'héberger parce que mon oncle, dès qu'il l'a vu, il a jeté les pierres. C'est pas t'imagines, une méchanceté ce type, incroyable. Mais en même temps, je peux comprendre, il commence à acheter un chien, après tu montes un chenil. Tout pendant la Covid, eh ben, vous allez là-bas, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, sur le plateau, tout ça, là. C'est des appartements, hein, avec une terrasse. En général, c'est très ventilé, parce qu'il fait chaud en Guadeloupe. T'imagines, tu vas rester enfermé avec 2 ou 3 gosses. T'as pas le droit de sortir avec des chiens. Puis t'as pas le droit de sortir. Hein. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de gens, ils ont été abandonnés, les chiens, dans les villages, à la montagne, chez nous. Et donc, il y avait plein de chiens. J'ai même fait un moment un reportage où je me baignais sur la rivière Grand-Anse. Et j'avais repéré une meute de chiens un jour sur le stade. Je les voyais au loin, qui grossissaient, mais ils n'ont jamais été menaçants envers moi. J'ai compris que c'était des chiens un peu tous paumés, quoi. Et qui s'étaient regroupés, quoi, pour essayer de survivre, quoi. Et un jour, je me baignais dans la rivière Grand-Anse. Je me baignais, j'étais assis dans l'eau, en train de rêver, sûrement. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois le gros chien, le chef de meute, c'était un gros dog, une grosse gueule de mastif, un mastif, quoi. Je sais pas de quel âge, je sais pas trop, mais bon, un chien de 80 kilos, quoi. Puis il vient à côté de mes vêtements, pas loin, là. Et là, décide, à cet endroit-là, c'est l'endroit où je me suis mis à l'eau. Lui, il a vu aussi que j'étais plus pratique là qu'ailleurs, quoi. Et donc, il vient se mettre à l'eau où moi, je me suis mis à l'eau. Il est à 10 mètres de moi, là. Et je vois tous les autres chiens qui arrivent derrière la meute. Pas de problème, ils sont tous mis à l'eau. Quand ils sont passés à côté de moi, là, on a déjà 3-4 mètres. Puis ils sont partis de l'autre côté, quoi. Puis j'ai regardé, j'ai fait les photos d'ailleurs. Je leur ai souhaité bon vent, quoi. Il y avait plein de chiens, on voyait bien que il y a 3 jours, ils étaient dans un appart, ils avaient des colliers. C'est bizarre comme truc, hein, vraiment étonnant, quoi. Il y a presque de la peine pour ces animaux, et puis aussi pour leur maître, sûrement. Parce que voilà, c'est encore une anecdote de la Guadeloupe. Et si je vous parle de ça, c'est juste pour essayer de vous mettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, quoi. Je me retrouve un peu en quête de mes racines. Il paraissait pour moi impensable de quitter cette terre sans aller ou sur la terre de mon père. C'est ça la patrie, hein. C'est la terre de ton père. La matrice, c'est la terre de ta mère. Et je suis métisse. Et j'ai bien compris qu'ici, en Guadeloupe, là-bas, on te traite de bâtard. Ils nous aiment pas, mais pas du tout. Hein. Pourquoi? Parce que les béquets, les blancs, des blancs, ils ressemblent à des Marseillais. Hein. Ils sont bien basanés, bien typés. Mais enfin bref. Les descendants des négriers, on va dire ça comme ça, ont utilisé pour maintenir leur pouvoir, pas qu'ici, d'ailleurs un peu partout dans le monde, des métis. Partout. Mais il faut savoir aussi, quand on connaît l'histoire, hein, tous les pouvoirs dans le monde, à un moment ou à un autre, ont utilisé le métissage pour essayer d'harmoniser leurs forces. Hein, puisque le métis, c'est vrai que, moi je le sens, moi, Mais, malgré tout, c'est quand même ton éducation qui va faire ta nature. Enfin, ouais, qui va vraiment conditionner ta nature. C'est-à-dire que moi, si j'avais été élevé en Guadeloupe chez les Noirs, c'est évident que j'aurais pas du tout une approche comme je suis par rapport aux Français et aux Blancs. Moi, j'étais élevé comme un Blanc. Pas comme, mais je suis pas vu autrement. Parce que en République française, c'est ce qu'on te dit quand on te montre, il n'y a pas, tout le monde est pareil. Il n'y a pas de communauté. Bon, il n'y a pas de communauté, bah tiens donc. Il n'y a pas de distinction, tout le monde est pareil. C'était ça la République au départ, hein. Ouais, ça a drôlement bien changé. Oh, voilà, tout le monde est différent. C'est extraordinaire. Et il est différent, ils sont tous différents.
Et on fait quoi de ces différences en fin de compte? Parce que bon, c'est un programme politique, tous différents. C'est ça l'idée? Bon, enfin bref, ferme. Hop, oh. Bah, je me suis senti sur ces terres d'esclavage où, au bout du deuxième mois, on avait compris, je commençais à marcher bien. Je allais loin en montagne. J'ai même impressionné les Guadeloupéens et j'étais pas qu'un peu fier. Hein. Moi, il n'y avait pas une goutte de sueur. Je traçais droit. Quand je dis à ma façon de marcher, c'est évident qu'ils étaient loin derrière. Bah, pas non plus en compétition, mais j'étais content. Mon corps, j'avais retrouvé en fin de compte l'aisance avec mon corps. Et ça, c'était extraordinaire. Et donc, je me suis beaucoup marché en Guadeloupe. Hein. Parce que, pas que le stop marche pas, mais c'est que de toute façon, la personne qui était sur les routes. Hein, puis il répond oui. Et puis, en me déplaçant comme ça, un peu au gré de mes pas, etc., j'ai rencontré, j'ai entendu, j'ai senti. J'ai même cru comprendre à un moment une certaine partie de l'histoire. Hein, celle que j'ai pas vécue, hein, que je suis en train de vivre là maintenant, que j'ai pas vécue et qui aurait pu être celle de mes parents. Hein, c'est-à-dire les descendants d'esclaves directs, quoi, qui se retrouvaient. Vous savez, quand même, j'ai vu la cabane où. Elle n'était plus en bois, la maison de mes parents, de mon père et de mon oncle, donc. Hein. Pas où il habitait, mais c'était pas loin. C'est une maison qui avait été après transformée en parpaing, parce que dès les années 60, l'État français généreux a offert les parpaings. C'était à toi de te les monter, de l'acheter le ciment, je sais pas quoi, mais enfin bref, pour permettre aux gens qui avaient des cabanes en bois de pouvoir enfin mettre ça en dur pour que ça soit plus solide, pour éviter les coups de vent, ça rien, pas importe. Je crois qu'ils étaient 17 dans cette cabane. Je dis bien cabane, hein, avec des planches qui sont à moitié transparentes, mais avec plein d'astuces, parce que j'ai vu une dame à côté qui vit toujours, il y a encore des Guadeloupéens, les vieux, qui vivent dans des maisons complètement en bois, dans des cabanes en bois, qu'ils ont petit à petit transformées en maisons, si on veut. Hein. Ah, mais quand même, contre tout, on voit bien les systèmes de panneaux pour rentrer de l'eau avec des... Tout est fait... À l'époque, il y avait beaucoup de monde qui venait juste là pour manger et dormir sur la terre battue, quoi. C'est tout. Quand ils ne dormaient pas dehors, hein, ils avaient un bout de jardin. Il fallait même se tenir pour pas glisser là-dedans, quoi. C'est ça qu'on leur a donné à la fin de l'esclavage. T'es un homme libre, tiens, c'est à toi. Et encore, au niveau des cadastres, il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes pour faire reconnaître ces propriétés-là. Bon, en plus, avec les descendants, c'est plus ou moins officiel, oh boy. Mais j'ai vu ça, j'ai compris pourquoi mon père a quitté la Guadeloupe. Parce que moi, je l'ai vu dans sa nature, la Guadeloupe. Elle est merveilleuse. C'est vraiment une île. Et je l'ai reconnu qu'elle était au repos. Elle n'était jamais arrivée depuis longtemps, sûrement. C'est beau, tout simplement beau. Sur Terre, j'ai rarement été autant ému de voir des lieux aussi équilibrés, aussi en harmonie, entre l'eau, le ciel, les fleurs, les arbres. Il y a 3 récoltes, 3 floraisons par an sur certaines plantes, sur certains fruits. C'est l'abondance, la générosité, c'est tout ça la Guadeloupe. Et puis c'est aussi l'esclavage. L'ultra-violence de l'esclavage, la folie de l'esclavage, la déshumanisation des êtres. Ça a duré 4 siècles, 400 ans, déshumanisation. C'est difficile à dire, tellement c'est impensable que des gens qui aujourd'hui encore gouvernent ce monde puissent se permettre de prendre la parole si on pouvait ressentir profondément en soi leur capacité de nuisance et de destruction que ces gens-là ont fait auprès d'autres êtres humains, qui étaient entre autres les nègres d'Afrique, parce qu'ils avaient déjà tué tous les Indiens d'Amérique. Et c'est pour ça que le pape, voulant rassurer les colons espagnols et portugais, surtout les Espagnols, qui avaient tué tous les Indiens, tous, des petits hommes, des petites femmes qui n'arrivaient pas à vivre du tout dans l'idée de l'incarcération. Ils se suicidaient, ils se tuaient. Après, les autres, pour se venger, ils en tuaient encore plus. C'est 60 millions. Et le pape a dit, ça suffit.
vous rendez compte? C'est quand même des chrétiens. Ouais, après qu'ils aient tué tout le monde, ils ont reconnu que c'était quand même des êtres humains. Il a dit, mais par contre, là, il paraît que les Portugais, là, sur les côtes africaines, par contre, des mulâts, des noirs, ils sont très forts, très costauds, hein, ils sont pas chrétiens. Donc, ils sont pas humains, donc ils sont esclavagisables. C'est comme ça que ça a démarré. Hein. C'est là d'où vient l'histoire de mon père, de mon grand-père, et l'histoire aussi de ceux qui n'ont pas vécu l'esclavage dans leur chair, mais dans leur environnement néanmoins. Quand le chocolat bananière est arrivé en France, c'est quoi qu'on nous a vendu comme idée? C'est vrai que c'était plus l'esclavage, c'était le tirailleur sénégalais. Hop, l'Africain n'est déjà plus l'esclave, on lui avait donné un fusil pour aller sauver la France. Oui, c'est ça. Moi, je suis né dans ce monde-là, hein, dans le monde du colonialisme. Hein, c'est-à-dire ce qui est en train de se révéler aux yeux du monde à l'heure actuelle, la façon dont l'État français, généreusement, continue à protéger ces nations jeunes, inexpérimentées, afin de leur montrer la juste voie de la République au sein d'une démocratie. Et là, on vient d'apprendre quand même que néanmoins, pour ce qui est des contrats de matières premières, style ou ailleurs, on aurait dû payer 200 la tonne. Comprenez bien quand même que sans nous, donc ici, on vous fera l'honneur de vous payer 1 la tonne. C'est ça la France. La France. Ce sont les grandes familles négrières qui ont vécu de l'esclavage, toutes les familles de Bordeaux, Nantes, etc. Ça a remonté sur Paris, tout ça. Et la France a pris une énorme partie de sa fortune, son or, c'est chez les nègres, et dans l'esclavage. Les razzias négrières, c'est-à-dire on envoyait des bateaux la nuit avec une quarantaine de types hyper décidés, des tueurs, hein, et on savait où aller, qu'il y avait des villages, et que là-bas il y avait beaucoup d'or, où les Africains s'en servaient vraiment comme des outils, des cale-pieds. On sait qu'ils étaient beaucoup plus axés sur certaines qualités de bois, sur certains autres matériaux. Comme quoi, les Chinois c'était le jade, l'or, c'est une histoire d'Européens, quoi, en fin de compte. Et donc ils allaient là-bas, et ils tuaient tout le monde dans le village. Ils ramassaient quelques esclaves, c'est venu petit à petit, qui revendaient d'ailleurs souvent aux Arabes, dans un premier temps, qui eux castraient les hommes avec tout ce qu'on peut imaginer. Les parents, les grands-parents de mes arrière-grands-parents viennent de là. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont, comment dirais, ils sont pas devenus ils sont pas passés d'esclaves à hommes libres. Ça veut rien dire, c'est pas vrai. Ils sont passés d'esclaves à esclaves, pire encore. Hein, c'est-à-dire, tout d'un coup, on essayait d'imposer à ces pauvres airs des règles dont ils n'avaient aucune chance de pouvoir s'en servir. Comme l'argent, par exemple. Beaucoup, on sait qu'il y a eu des écrits comme quoi qui imposaient aux esclaves, sous faute d'être mendiants et d'être arrêtés, et en tant qu'arrêtés, ils étaient conduits à des travaux forcés. Tu vois le truc? Ça a duré, ça, 50 ans, 60 ans. Et ça dure même encore, d'ailleurs. Même encore. C'est ça le colonialisme, c'est ça la France dans laquelle je suis né. Cette France républicaine, ultra-violente, dissimulant derrière le catholicisme. Oui, je parle de ça. Cette France qui a tué son roi et qui a voulu imposer à tous les peuples de cette nation sa vision franc-maçonne du monde avec liberté, égalité, fraternité. Ils s'appellent comment les frères, les maçons entre eux? Frères. Nous on s'appelle comment? Non, on s'appelle pas frères. Non. Eux ils s'appellent frères, mais nous non. Hein. La liberté? Où? Sous la table, c'est où ça? Comment ça? C'est qui la liberté? C'est dans quel système social il y a de la liberté? Chez nous. Regarde bien un petit coup, il n'y en a pas. Alors, liberté et l'égalité,
Qu'est-ce qui peut être égal? Il n'y a rien d'égal sur Terre. L'égalité, c'est une vision mathématique. Ça n'existe pas, l'égalité. Il n'y a rien qui soit égal. Rien. Tout est différent. Parler d'égalité. Ah, dans les obligations ou dans les bénéfices? Bref, je suis pas... Vous avez bien compris, de toute façon, que moi, je suis pas républicain, mais alors, du tout. Je connais l'histoire des nations suffisamment pour que ces fanatiques, ces dingos, sont capables... Ah, et les guerres qui sont venues, tu vois, qui c'est qui a généré ça, hein? Les catholiques? Ah non, ils n'ont pas eu besoin. Ah non, la preuve, l'Europe était entièrement chrétienne, catholique, pour ainsi dire, ou orthodoxe, qui n'est pas vrai la même chose. Non, pas eux qui ont besoin de ça. Hein. La révolution d'octobre, hein, en Russie, hein, 100 millions de morts. On n'est plus en train de... Hein, bon, bref. Ce triste monde. Bah, je vois que ma vidéo au salon, j'ai tout d'un coup, j'ai toujours pas parlé du sujet auquel je voulais venir. Hein, c'est-à-dire, je vous parlais de la Guadeloupe et puis essayer de vous montrer que je me suis retrouvé dans une situation... je me suis senti énormément seul. Une amie, Jotananda, c'est quelques-uns avec qui j'ai échangé. Et j'étais j'étais vraiment mal. Hein. Blessé profondément dans mon humanité. Étonné un petit peu de ne pas avoir pu prendre pied dans ma famille. Je pensais franchement que j'avais suffisamment de qualité humaine pour pouvoir, face à n'importe quelle situation, être en mesure de néanmoins de pouvoir gérer ça, mais perçu que face à la méchanceté, je sais pas faire. Quand c'est gratuit, puis que c'est la première fois, moi, ma famille, je la connais pas, pour ainsi dire. Alors là, wow, au fond de moi, je me comprends bien pourquoi je me suis jamais vraiment emmerdé à essayer de trouver qui que ce soit de ma famille. Bon, c'est faux comme raisonnement, mais bon. Il y a quelqu'un qui m'a suivi de près pendant ce moment-là. Je suivais souvent. On s'envoyait des messages, c'était Michel. Et elle voyait bien que j'étais en train de... Je souffrais vraiment, quoi. Je lançais un appel au secours, quoi. Quelque part. Elle m'a répondu. Il y a eu un moment un appel économique. Je dis ça parce que je suis quand même étonné comment, quand la vie, elle s'organise pour t'aider. Au moment où, je reviendrai à Michel après, parce qu'il a participé aussi, mais au moment où ils ont libéré l'île, ils ont dit c'est fini, il n'y a plus de virus, pour pouvoir partir chez vous. Ben moi, j'avais pas d'argent. C'est raide. Les billets étaient encore très chers. Puis je ne vais pas y arriver à décoller cet endroit, quoi. C'est pas possible. J'étais en cet état-là. Mais qu'est-ce que tu crois qui est arrivé? Mitchell. 10-15 personnes sans que je leur aille demandé rien du tout. Mieux, 2 personnes que je ne connaissais même pas. Dont une qui, elle, me connaissait, mais moi je la connaissais pas. Et qui m'a fait d'ailleurs 500 € en offert à l'époque. Bref, en 3 jours, je me suis retrouvé avec 2000 balles. De 0, en 3 jours, 2000. Quand tu regardes les choses, quand elles se mettent en place, comme... t'as l'impression comme si que le système dit il faut qu'il aille là-bas, faut qu'il aille là-bas. C'est là que c'est clair, quoi. Hein, tu vois, le billet, ça se paye, boum, tac, 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 t'avances. C'est incroyable. Ça a été encore tous ces mouvements qui accompagnaient justement mon rapprochement de Mitchell, où tout. Moi, je fais beaucoup attention aussi. Quoi qu'il arrive, j'essaye toujours, j'observe, et puis après, je cherche pas spécialement à... Comment dire ça? J'ai besoin de les observer, parce que observer les signes, pour moi, c'est mon être, ma nature profonde, a su communiquer avec cette situation pour que j'ai pu l'observer. Je n'ai pas besoin de monter ça au mental.
Bon, si les hirondelles volent haut, c'est qu'il y a des moustiques là-haut, et si les moustiques sont très très hauts là-haut, c'est que il va pleuvoir. Bon, c'est-à-dire que l'air est chaud, il monte, puis quand l'air chaud monte, qu'est-ce qui se passe? La pluie redescend. Bon, est-ce que c'est un signe pour moi? Non, moi c'est pas ça les signes. Il y a des choses beaucoup plus, pas spécialement extraordinaires, mais les signes se font connaître à toi. Et moi, une journée ou deux où j'ai aucun signe qui vienne à moi, je me dis je suis pas connecté. Je suis pas assez attentif, je suis trop dispersé. Donc, bref, je reviens un peu justement sur tous ces signes qui m'accompagnaient à quitter l'île. Et à commencer à envisager l'idée qu'une vie possible nouvelle pourrait encore recommencer à nouveau, parce que à un moment, honnêtement, je vais arriver à un stade, à un moment que je commence à te dire, c'est peut-être la fin du chemin, voilà, j'en ai plein le queue. C'est pas la première fois que je me pose ce genre de questions. Mais là, j'étais vraiment dedans, pour que les signes arrivent comme ça, aussi fort, aussi clair. Non, pas maintenant, pas ton tour. On a encore des choses à te proposer. Et c'est ce qui s'est passé. Et Mitchell qui est rentré dans ma vie, elle m'a dit, j'ai senti ta détresse. J'ai senti que tu t'es senti abandonné par ta famille. Je sens ça tellement injuste. Après, je comprends pourquoi elle dit tout ça. Parce qu'elle a une famille, puis voilà. Elle me dit, si tu veux, moi je vais t'adopter. Je suis un gamin d'assistance publique, donc le mot adopter pour moi est quelque chose de puissant. Je crois que c'est la première fois qu'on a voulu m'adopter dans ma vie, puisque avant, j'ai jamais voulu adopter quand j'étais gosse. Passer mon temps à changer. Bon, bref. Et là, tout d'un coup, je sais pas, mon intellect, tout d'un coup, s'est mis au service de l'instant présent. Je trouve ça doux. Je trouve ça juste. C'était le mot qu'il fallait me donner. C'était ça que je pouvais entendre. C'est pas que j'ai pas entendu d'autres mots, mais celui-là, je pouvais l'entendre. Et en plus, une femme noire. Alors que les Guadeloupéennes m'avaient quand même un peu tassé, là, avec leur histoire de curé, là, commençait à me fatiguer un peu. Ouais, il faut aller prier, machin. Oui. Je te demande, moi, de pas aller prier. Bon, alors, de quoi on se mêle, là? Puis pourquoi faire? Puis quand ils te parlent de religion, on laisse tomber. C'est un peu comme les gamins dans les Massoura, là, en train d'apprendre par cœur les textes, ils comprennent pas ce qu'ils font, mais ils le font. C'est un peu pareil. On voit tas de gens qui disent n'importe quoi. Isaïe machin, alors qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire ça. Mais t'es sûr que tu l'as lu ton truc? Bref, pauvre peuple guadeloupéen. Ouais, j'y reviens quand même, parce que juste pour finir comme ça, une sorte d'esclavage, quand même pas oublier que ces gens-là, on leur a dit, t'es plus esclave, t'es un homme libre, du jour au lendemain. Grâce, soi-disant, à un type qui s'appelle Chécher, qui est ni plus ni moins un franc-maçon, qui s'est bien démerdé à ce que les béquets soient indemnisés pour le matériel qu'on leur avait volé, c'est-à-dire les esclaves. Et donc l'État a payé les négriers, pas les esclaves. Vous savez pas ça? C'est pour vous dire quand même à un moment comment on sort d'une blessure pareille, des siècles de déshumanisation. Comment? Alors, on peut comprendre que sur l'île, il y ait tant de bondieuserie, là. Il y en a besoin. Ils ont besoin parce que l'enfer, ils connaissent. Donc ils espèrent que de l'autre côté, il y a le paradis. Parce que c'est ça que vend la Bible. L'enfer et le paradis. Et c'est marrant parce que tous ceux qui ont le paradis sur terre, eux, par contre, ils ont pas du tout. Ils croient pas, ils sont pas chrétiens. Bah oui, parce que l'idée de l'enfer, ils ont pas envie de le mesurer, quoi. C'est ça, là. C'est ça, mon île. Bref. Et je l'ai quitté, d'ailleurs. J'avais fait attention quand j'étais là-bas de ne pas boire d'alcool du tout. À part de la bière. Mais surtout pas de rhum. Je sais comment jouer au rhum, moi, puis je sais comment ça peut bouger. Donc j'ai fait, je sais plus combien de mois là-bas, et pas une goutte de rhum. Sauf au moment de partir. Rencontrer un copain, merci Laurent, il s'appelait Laurent aussi comme moi.
Et passé, et puis une copine aussi, excuse-moi ton prénom, j'ai passé 3 jours avec eux, génial, quoi. Les bars étaient fermés, mais bien sûr en Guadeloupe. Quand c'est fermé, il suffit d'ouvrir. Donc, avec les flics, même, c'est bon, on a picolé des trucs. On s'est retrouvé d'un côté, hop, un côté Atlantique, le côté Caraïbes. Ça a été 2 jours merveilleux. T'allais visiter des grandes plantations, des arbres. En 2 jours, j'en ai fait autant que j'en avais fait. C'est autre chose. Libéré, là, de mon oncle, de la famille, hein, de la Guadeloupe. Mais cette Guadeloupe où j'étais venu, qui était, je dirais, l'essence de mon père, cette patrie, en fin de compte, m'a permis de rencontrer mon épouse. Et ça sera pour une prochaine vidéo, parce que c'est déjà loin. Mais lorsqu'elle me dit, tu veux que je t'adopte, je connais le bonhomme que je suis. Hein. Mais j'ai dit banco. Serait-ce que la vie, l'amour, à nouveau, reviendrait sur mon chemin? Bah, vous avez bien compris. Hein, je suis marié aujourd'hui avec Michel, et ça va de mieux en mieux. Alors je dirais que c'est le début. Ça s'est pas passé comme souvent. On peut croire que ça se passe. Bah, ça sera le sujet pour une prochaine fois. Merci.